lequel on travaille, c'est le registre de transparence. Le registre de transparence, c'est quelque chose qui a été créé en 2011 et qui a pour but, comme son nom l'indique, de faire de la transparence vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des lobbies. Parce que les lobbies ici au Parlement européen et de manière générale au sein des institutions européennes, ils se croient un peu chez eux, tout permis, et le problème c'est que on ne sait pas vraiment où ils sont, ils connaissent par cœur les règles du jeu, ils influencent les décisions qui sont prises par les députés. Souvent, ils représentent des intérêts financiers, des intérêts particuliers qui sont contraires à l'intérêt général, qui sont contraires à l'intérêt des citoyens européens. Alors, le registre des lobbies, en fait, c'est un endroit où chaque lobby va s'enregistrer. Et son enregistrement lui permet d'être référencé et d'avoir accès au Parlement européen. D'un autre côté, ce registre de transparence permet aux députés d'inscrire les rendez-vous qu'ils ont avec les lobbies. Ce registre il existe depuis 2011. Le problème, c'est que, il a été créé au départ sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'on a dit, il existe, mais ceux qui veulent le remplir, ils le remplissent. Ceux qui veulent pas le remplir, veulent pas le remplir. Donc vous imaginez bien que dans ces conditions, ceux qui avaient des choses à se reprocher, ils le remplissaient pas. Depuis un an, les parlementaires européens sont obligés de remplir ce registre quand ils ont des rencontres avec des lobbies. Le problème, c'est que, quand vous allez voir, c'est accessible à tous, le registre de transparence sur le site du Parlement européen, vous constatez que il n'y a pas beaucoup de députés qui remplissent ce truc-là. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit obligatoire et qu'il y ait des sanctions, de publier tous ces rendez-vous, tous les rendez-vous que les députés ont avec des associations, des lobbies, enfin tous leurs rendez-vous avec des groupes extérieurs qui les aiguillent, qui les aident à prendre leurs décisions. Et l'objectif aussi, là, dans notre boulot, c'est de faire en sorte que cette obligation de remplir le registre de transparence ne s'applique pas uniquement aux parlementaires européens, mais qu'elle s'applique dans toute l'Union européenne, c'est-à-dire à la Commission européenne et au Conseil, le Conseil qui est la réunion des chefs d'État et de gouvernement et qui, pour le coup, fonctionne d'une façon complètement opaque. Alors vous imaginez bien qu'il y en a qui freinent des cas de fer, qui nous explique aussi bien au niveau du Parlement européen que, attention, il y a la liberté de mandat qui serait opposée au fait d'être transparent sur ces rencontres. Nous, on considère que la liberté de mandat, elle a ses limites et que plus que jamais, il y a besoin d'exemplarité de la part des élus, il y a besoin de casser l'opacité, de faire preuve de transparence et donc c'est important de rendre des comptes aux citoyens. Personnellement, chaque semaine, je publie tous les rendez-vous que j'ai dans la semaine, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important de faire la transparence. Les institutions européennes apparaissent déjà suffisamment loin, éloignées, complexes, opaques. Et donc, pour rapprocher les citoyens des décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne, ça me semble très important d'être complètement transparente sur mon emploi du temps. C'est important aussi pour savoir comment je suis aiguillée pour travailler sur tel ou tel dossier. Par exemple, je travaille sur un rapport sur le logement. Pour travailler sur ce rapport sur le logement, je rencontre tous les interlocuteurs qui peuvent être concernés de près ou de loin, l'Association européenne des locataires, la Banque européenne d'investissement, enfin des choses très 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 variées. Tout ça, je le publie à la fois dans mon agenda en début de semaine et puis sur le registre en ligne. Les lobbies, ils ont été élus par personne. Et pourtant, ils ont une vraie influence sur les décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne. Alors il faut stopper leur impunité. 2019, pour je ne sais quelle raison, ma vie va presque basculer. Je vois une rixe, je fais le 17, j'essaie de secourir la victime. Je me retrouve agressée, pas par les agresseurs, par un policier. J'ai entendu du bruit, des cris dans la rue Legendre. La personne au sol venait de recevoir un coup de casque de moto sur la tête. Quand je vois cette rixe, la violence de cette rixe, je fais aussitôt le 17. Au moment où j'entends « Allô », pour moi, c'est la délivrance. Enfin, j'ai la police au téléphone. Finalement, ils arrivent. Quand ils descendent, donc c'est pas les policiers en tenue, en fait, c'est les policiers en civil de la BAC, Brigade Anticriminalité. Une partie des policiers se mettent sur le côté pour palper les agresseurs. Un autre prend nos témoignages. Et pendant qu'on discute avec le policier, l'agresseur le plus virulent, il se met sur la chaussée. Et là, il dit « Hey, toi là-bas,
Je t'ai dit, t'as rien vu, tu dis rien. Et à ce moment-là, j'ai pas compris. Le policier de la BAC est arrivé sur le côté. Et là, il se met il me met déjà pour commencer la main là, sur mon épaule. Et il me dit, vous allez sur le trottoir. Et là, je regarde l'agent et je lui dis oui. Je lui dis, excusez-moi, je lui dis oui, je vais sur le trottoir. Et là, quand je lui dis, je vais rentrer chez moi, je ne sais pas pour quelle raison, il s'est mis à m'attraper par le cou. Mais vraiment, hein, c'était violent, c'était d'une violence. Je mets ma main et je lui fais comme ça, je lui dis, mais ça va pas ou quoi? Je lui dis, c'est moi qui ai appelé la police. Ça va pas ou quoi? C'est moi qui ai appelé. Non, mais vous ne faites pas ça. Non, mais vous ne faites pas. Je vais aller sur le trottoir. Les gens criaient, mais non, lâchez-la. Elle a appelé la police, lâchez-la. Il y a même son collègue qui lui dit, mais arrête, elle a appelé la police. Et moi, au bout d'un moment, j'arrivais plus à respirer. Donc, j'ai mis mon doigt pour pouvoir me dégager. Et là, il me donne un violent coup de pied dans le tibia. Et après, il me jette, il me plaque contre le mur. Il discute avec son collègue et après, il revient et il me montre son pouce. Il me dit, oui, vous m'avez tordu le pouce. Je lui dis, excusez-moi. Je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Comme je sentais que j'avais une grosse bosse au niveau du tibia, j'ai demandé à voir les pompiers. Les pompiers insistent pour m'emmener aux urgences, vu l'état de mes contusions. Et là, au commissariat, ils me disent, écoutez, à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. Donc j'apprends que effectivement, le policier a porté plainte dans la nuit. Et on me dit, voilà, vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel, devant la 28e chambre, en mars prochain, pour violence volontaire sur personne dépositaire d'autorité publique. Quand on arrive le 4 mars au tribunal, donc devant la 28e chambre, là on comprend tout de suite qu'effectivement je suis victime. Cette juge m'a relaxée. Bien évidemment, je ne vais pas en rester là, je vais déposer plainte. C'est quand même à cause d'eux que je me suis retrouvée en garde à vue et renvoyée devant la 28e chambre, c'est pas rien. J'ai demandé le dossier à mon avocat et en tournant les pages, je m'aperçois qu'en fait, ils font une première réquisition pour avoir les vidéos le 20 au matin. Donc, et ils ont cette vidéo, une vidéo qui fait une demi-heure, de 22h à 22h30. Et on ne sait pas pourquoi, donc il n'y a pas le scellé de cette vidéo, et on ne sait pas pourquoi, à 18h, ils font une deuxième réquisition judiciaire, et cette fois-ci, ils ne demandent que 20 secondes. C'est le même numéro de vidéo. Et c'est avec ces 20 secondes qui, effectivement, sont dans les scellés, c'est avec ces 20 secondes qu'on va m'envoyer en correctionnel. Et là, j'étais anéantie. Mais comment ils ont pu faire ça? C'est des policiers quand même. Si eux se mettent à travestir la vérité, en qui on peut avoir confiance? Il y a une dizaine de jours, je dépose plainte effectivement devant l'IGPN pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Et je dépose plainte pour dénonciation calomnieuse de la part de ce policier. Et je dépose plainte aussi pour abus d'autorité. Quand j'entends la police, mais c'est la peur qui m'anime. La peur. Quand je les vois et quand j'entends la sirène, je n'ai plus, aujourd'hui, j'ai plus confiance. Non, malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on en parle et du coup, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Nous, on avait déjà alerté rien que pour les conditions de travail de nos collègues. Des collègues dans l'institution sont victimes de d'autres collègues de racisme. Donc, effectivement, quand c'est en plus vers l'extérieur, il y a encore des choses à travailler également. Donc, ce n'est pas étonnant. Par contre, ce qui est aussi dramatique, c'est que c'est pris 2 ans pour que cette affaire puisse aboutir. Et ça, c'est réellement dramatique. Alors, il y a des faits là, et relatés non pas par une victime, mais par un policier, un lanceur d'alerte finalement. Est-ce que ça change pas un peu tout? Ça change effectivement les choses, parce que c'est toujours la parole d'un policier qui normalement doit faire respecter la loi, donc il est dans le cadre de son travail. Par contre, ce qui est assez amusant, là on voit les images d'unité SGP, c'est que quand notre délégué Noam Anouar avait également dénoncé des actes et des propos racistes au CRAD où il travaillait, donc le centre de rétention administrative, c'est lui qui a été sanctionné, et ce syndicat-là à l'époque avait voté sa sanction. Donc en fait, il y a l'impression que certains syndicats essayent de se racheter une virginité aujourd'hui, alors que quand on essayait de faire le travail depuis des années, il n'y avait personne pour nous soutenir. Alors,
Vous admettez qu'il y a parfois du racisme dans la police. Votre collègue dont vous venez de parler, Monsieur Noir, est déjà venu ici, l'a fait également. Il y a aussi beaucoup de policiers qui ne veulent pas l'admettre ou peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Est-ce que pour éviter de généraliser certains comportements et de pointer du doigt toute une profession, est-ce que certains policiers refusent justement de parler de racisme ? Alors non, la profession, en fait, déjà, et les policiers ne refusent pas spécialement de parler de racisme. Ceux qui le font, ils le font sciemment. Après, il y a aussi une surmédiatisation de certains événements. Par exemple, Street Press avait révélé 2 groupes Facebook en disant il y a 9000 policiers qui tiennent des propos racistes. Non, il y avait 9000 inscrits sur ces groupes Facebook, par exemple, et une cinquantaine à chaque fois qui tenaient des propos racistes. Donc, il faut garder toutes proportions gardées. Et après, les policiers n'ont pas forcément envie de parler parce que quand ils parlent ou qu'ils essayent de faire les choses, ils ont leur hiérarchie sur leur dos. Ils sont passés en conseil de discipline, ils sont manottés. C'est ce qui arrive également. On a pu voir des notes de commissaire qui gère notre collègue qui a fait les dénonciations au tribunal. Effectivement, il y a eu des comportements de manque de loyauté, etc. Donc, on nous oppose le manque de loyauté pour cacher tous les dysfonctionnements internes. Et les policiers n'ont pas forcément les moyens, l'envie de perdre de leur vie de famille, de leur tranquillité, leur vie de famille, face à une machine qui est là pour nous broyer. Alors, en 3 ans, l'ensemble de ces faits ont fait l'objet de plusieurs rapports. Il me semble que l'IGPN a été saisi. Pourquoi on ne s'est pas alerté plus tôt? Pourquoi il n'y a pas eu de sanctions? Là, il faudrait poser la question au pouvoir public, parce que c'est toujours pareil, il y a toute une chaîne hiérarchique, une inertie. L'IGPN nous demande sa dissolution pour qu'elle soit remplacée par un contrôle indépendant, parce qu'évidemment, quand des commissaires sont copains entre eux, ou alors on met en cause des gens très importants, l'IGPN n'est pas du tout impartial dans ses enquêtes. Là, évidemment, ça peut être le cas également, bien qu'ils ont l'air d'avoir fait le travail nécessaire sur ce dossier. Donc c'est tout à leur honneur, parce que l'IGPN, effectivement, en tant qu'institution, pose des problèmes de suspicion. C'est pas pour autant que les fonctionnaires qui sont à l'intérieur et qui font les enquêtes ne font pas consciencieusement et essayent de faire au mieux dans le cadre légal qu'on leur laisse. Donc ça prend du temps et effectivement ce qui serait intéressant, c'est que les lanceurs d'alerte soient protégés et c'est que nos politiques surtout se saisissent du sujet directement. Voilà, tant qu'il n'y aura pas de contrôle politique et citoyen, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on a étouffé l'affaire? Étouffer l'affaire, je ne sais pas. Parce qu'elle finit par sortir. Par contre, il y a eu des pressions sur notre collègue, comme à chaque fois dans la police nationale, que quelqu'un dénonce des dysfonctionnements et des dérives, plutôt que de les régler, on veut les camoufler, car tout le monde joue sa carrière sur le pas de vague, et c'est assez malheureux. Donc, camoufler, peut-être pas, car l'affaire finit par sortir. En tous les cas, ralentir la sortie de l'affaire, sûrement. Mesdames, Messieurs, bonjour, veuillez préparer Covid test et passeport s'il vous plaît. N'hésitez pas à garder 1 mètre de distance entre vous. Les personnes qui font un test reçoivent les résultats de ce test dans les 24 à 48 heures suivant le test. Pendant ce temps-là, elles doivent rester dans des conditions d'isolement, bien évidemment, dans l'attente du résultat de leur test. Si le test est négatif, bien évidemment, ils peuvent circuler tout à fait normalement sur le territoire national. Si le test est positif, ils sont appelés par les services de l'assurance maladie pour prendre leur parcours, reconstituer leur parcours. Si quelqu'un arrive sans test négatif et refuse de faire un test dans les aérogares, on lui signifie une mise en quatorzaine par un arrêté préfectoral. Ce qui doit être respecté, donc, c'est une quatorzaine sur le territoire national. Marlène Schiappa, désormais ministre déléguée à la citoyenneté en duo avec Gérald Darmanin, place Beauvau. Marlène, l'ex-reine des féministes, qui a le féminisme un petit peu sélectif en 2020, Christophe, puisque pas plus tard que l'année dernière, elle manifestait sa
désapprobation publique à la nomination de Roman Polanski à Cannes. On verra, la question ne se pose pas comme ça. En tout cas, je n'applaudirais pas Roman Polanski. Voilà. Mais par contre, elle offre son soutien indéfectible à Gérald Darmanin dans le cadre de l'affaire où il est accusé de viol. Vous savez, pendant très longtemps, on nous a expliqué que quand un homme était accusé de viol par une femme, le pauvre, il voyait sa carrière brisée et que sa vie était terminée. Là, on voit que manifestement, ce n'est absolument pas le cas et qu'en général, ce sont plutôt les femmes qui ont le courage de parler, qui voient des portes se fermer dans le cas général. Mais qu'on aille applaudir une personne qui est accusée de viol par plusieurs femmes, je trouve cela choquant. Laissons à Marlène le temps de s'installer dans son nouveau fauteuil. Espérons que ça rentre d'ailleurs à ce propos, parce que rappelons ce qu'elle écrivait il y a une dizaine d'années, sous le pseudonyme de Marie Minelli, aux éditions La Musardine, la fellation est la spécialité des rondes. Donc quand on voit comme le confinement lui a bien profité, on se dit qu'elle doit désormais particulièrement exceller à cette spécialité. Le nouveau boss de Marlène s'appelle donc désormais Gérald Moussa Darmanin, petit-fils de tirailleurs algériens, parce qu'évidemment, il faut toujours, pour justifier désormais une nomination, faire montre. Avant, on disait montrer patte blanche, maintenant, il faut dire montrer patte tout ce qu'on veut, sauf blanc, hein, évidemment. C'est la fameuse tirade sur la diversité, alors de Moretti, dont on parlera dans la vidéoscopie, et de Sans Mêlé. Darmanin est petit-fils de tirailleurs algériens, bref. Il faut surtout afficher le minimum syndical d'ADN français, le maximum d'ADN étranger, surtout quand il vient de l'autre côté de la Méditerranée. Et la presse avait donc évidemment, comme d'habitude, plusieurs angles. Hein, il y a toujours, c'est l'art du journaliste, hein, ça s'appelle angler un sujet. Il y avait plusieurs angles pour nous présenter Darmanin. On aurait pu par exemple le présenter comme l'ex-ministre du Budget, homme orchestre d'une campagne de contrôles fiscaux quasi sans précédent, j'en sais quelque chose, visant à remplir les caisses d'un État structurellement impécunieux. Mais non, hein, on le présentera évidemment, on anglera les sujets sous l'angle de ce qui lui est reproché, c'est-à-dire un bon vieux petit MeToo. Voilà, preuve, s'il en fallait, que le journalisme, comme d'habitude, est soluble dans le féminisme. Donc ce qui s'est passé concrètement, une vingtaine de militantes féministes avec 3 fémènes à poil, pléonasme, se sont approchées des grilles du ministère de l'Intérieur au cri de Darmanin violeur, Darmanin démission. Bon, évidemment, elles se sont approchées, Christophe, parce qu'on les a laissées s'approcher. Hein. T'imagines bien que si elles avaient porté un gilet jaune, ça aurait été démembrage, éborgnage et gazage immédiat. Alors vous me connaissez, moi, j'ai une posture sur ces sujets, c'est toujours la même. Hein. J'aime mettre de l'ordre et de la logique dans les émotions. En tout cas, c'est comme ça quand je travaille. Manuel Bompard, donc je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes député européen de la France Insoumise. On vient de l'entendre avec Frédéric Hainaut dans ce rappel de l'actualité. Masque obligatoire dans plusieurs villes de France, à l'extérieur, parce que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc annoncé la semaine dernière que les préfets des départements peuvent rendre obligatoire ce port du masque en public, en plein air. Quel est votre avis par rapport à ça ? Écoutez, moi j'écoute avec attention ce que disent les scientifiques. Ils nous disent que le port du masque en public n'a pas forcément une démonstration scientifique, mais que ça pourrait sans doute permettre d'avoir une plus grande clarté dans les règles qui sont appliquées partout en France. Donc si c'est le cas, il me semble que face à un risque d'une éventuelle deuxième vague du virus, il faut écarter aucune solution. Par contre, la question qui est posée, c'est qu'à partir du moment où on rend le masque obligatoire dans les lieux publics, alors la question est posée de savoir comment on permet à chacun de pouvoir disposer effectivement d'un masque. Justement. Et il me semble que la question de la gratuité est posée. Effectivement, cette position avec les autres députés de la France Insoumise, c'est une position que vous tenez depuis maintenant un moment. Oui, effectivement, dès le déconfinement, en fait, nous avions dit il faut imposer le masque obligatoire partout, mais à partir du moment où on impose le masque obligatoire partout, il faut faire en sorte qu'aucune personne ne soit empêchée de porter un masque parce qu'il n'a pas les moyens. Les études ont démontré que ça pouvait être un budget de 200 à 250 € par mois pour une famille nombreuse, et il ne faut pas que les gens se retrouvent dans l'impossibilité aujourd'hui de porter un masque ou dans des choix qui sont cornéliens entre nourrir des enfants ou éventuellement permettre leur protection.
le ministre répond que des masques vont être envoyés à 7 millions de personnes en France. Je rappelle qu'il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. Donc il me semble qu'à partir du moment où on renforce l'obligation de porter le masque, que ce soit dans les lieux publics clos, que ce soit dans la rue, alors il faut faire en sorte que le masque soit gratuit, il faut faire en sorte que tout le monde puisse en porter. C'est une mesure de protection individuelle, mais c'est aussi une mesure de protection collective pour la société. Si des gens sont rendus dans l'impossibilité de porter un masque, alors c'est toute la société qui est en danger. Pourtant, Emmanuel Macron l'a répété, il l'a dit, l'État n'a pas vocation à rendre les masques gratuits. Bah oui, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Alors, j'ai entendu parfois des arguments sur le fait que des gens qui auraient les moyens doivent pouvoir payer leur masque. D'abord, j'ai démontré tout à l'heure par les chiffres que 7 millions de personnes, ça ne couvre pas l'ensemble des personnes qui peuvent avoir des difficultés financières dans notre pays. Mais surtout, on ne se pose pas la même question, par exemple, quand on rembourse un certain nombre de médicaments ou quelles que soient nos ressources financières, parce que c'est des mesures de santé publique, on considère qu'ils doivent être pris en charge par la solidarité nationale et donc par l'État. Donc il me semble que le président de la République fait une erreur sur le sujet. Et encore une fois, c'est une mesure de collective de protection de la société. Il faut faire en sorte que toute personne, à partir du moment où on considère que le masque est utile, que toute personne puisse effectivement se doter de ce type de ces masques et de ces protections. Alors il est question de masques, il est également question de vaccins. Et on a appris ce week-end que la Commission européenne a annoncé avoir réservé au nom des 27 États membres 300 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 qui est en préparation par le laboratoire français Sanofi. Alors quel est votre avis sur ce type de démarche? On sait que les États-Unis ont également fait de même. Bah, écoutez, moi, il me semble que la question qui est posée aujourd'hui, d'abord des projets de vaccins, il y en a beaucoup. On verra lesquels vont permettre effectivement d'aboutir. Il me semble qu'à partir du moment où on a un vaccin, la question qui est posée, c'est la question de rendre son accès universel et que il n'y ait pas une partie, certains pays ou une partie de la société qui se voit réserver l'utilisation de ce vaccin. Donc, pour notre part, au Parlement européen, nous avons développé l'idée que le vaccin devrait être l'accès au vaccin devrait être rendu universel, c'est-à-dire gratuit, et que l'ensemble des États partout dans le monde puissent disposer de l'accès à ce vaccin et qu'on ne se livre pas à une concurrence entre les États au niveau international pour que certains puissent disposer du vaccin avant les autres. Je pense que la question, encore une fois, est une question collective. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand on parle des questions de santé, c'est que nous sommes tous interdépendants. Si le virus continue à circuler dans certains pays du monde, alors en réalité, c'est le monde entier qui est en danger. Donc il me semble qu'il ne s'agit pas seulement d'essayer d'avoir un accès priorisé au vaccin, il faut faire en sorte que des entreprises privées n'en profitent pas pour se faire de grands profits et pour faire en sorte que ces vaccins soient mis à disposition de l'ensemble de la population mondiale. Autre sujet qu'on voulait aborder avec vous ce matin, c'est l'Union européenne qui est donc parvenue à s'accorder sur les modalités d'un plan de relance de 750 milliards d'euros. Alors l'exécutif parle d'un plan historique. Et pour vous, la France a-t-elle bien négocié ou pas ? Non, pas du tout. D'abord parce que ce plan a une ampleur qui est pas du tout à la hauteur de la situation. Il faut savoir que le Parlement européen, dont je suis membre, ou même le commissaire français Thierry Breton, avait dit il y a quelques semaines de ça qu'il fallait avoir à peu près un plan de relance de 2000 milliards d'euros si on voulait faire face aux difficultés sociales et économiques qui viennent. Là, on parle d'un plan de 750 milliards d'euros, dont 390 milliards d'euros de subventions. Donc, au niveau européen, c'est clairement insuffisant. D'ailleurs, le Parlement européen a voté, après la conclusion du sommet, une résolution pratiquement à l'unanimité qui condamnait et qui disait que ce plan de relance était largement insuffisant. Par ailleurs, pour la France, c'est pas une bonne opération non plus, puisque la France va bénéficier d'à peu près 40 milliards d'euros de subventions, mais en l'absence de ressources propres de l'Union européenne, elle va fournir sur les 390 milliards d'euros de subventions à peu près 70 milliards. Oui. Donc la France va perdre 25 milliards d'euros dans cette opération. Alors très rapidement, Manuel Bompard, il y a une question qui se pose également au niveau social, c'est baisser son salaire pour sauvegarder l'emploi. De nombreuses entreprises aimeraient faire appel à un dispositif comme celui-ci. Est-ce que vous avez peur que ça fasse tache d'huile en France ? Bah oui, vous savez, malheureusement, c'est déjà le cas. Je peux prendre un exemple, c'est l'entreprise de Richebourg, qui est un sous-traitant de l'aéronautique, où on a dit aux salariés, soit vous faites baisser votre salaire de 200, 250 euros à peu près par mois, soit on met en place un plan social de suppression de 700 emplois. Et malheureusement, ça s'est rendu possible par ce qui s'appelle les accords de performance collective, qui ont été introduits dans la loi par les ordonnances d'Emmanuel Macron en 2017, juste après son arrivée au pouvoir. Et ça permet un chantage à l'emploi qui me paraît assez odieux dans la période
période que nous vivons aujourd'hui. La responsabilité de l'État, c'est de mettre l'argent sur la table pour faire en sorte que les entreprises conservent leur savoir-faire, conservent leur personnel et puissent passer cette étape un peu difficile de la crise. Ça va être la priorité de la rentrée. Très bien, on a bien entendu votre priorité de la rentrée. Merci beaucoup Manuel Bompard. La meilleure prévention, ce sont ce qu'on appelle les gestes barrières contre le virus. Les masques, se tenir à distance. Je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Que nous devons nous organiser pour que... Pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Au titre de l'article 50 de notre règlement sur les horaires de séance, moi je veux bien être là pour travailler sur un sujet sérieux, celui de la bioéthique. Nous sommes le premier jour. Et le premier jour, à 21h30, on est censé reprendre nos travaux sur la bioéthique. Or, avec le défaut et l'absence, et vous y êtes pour rien, Monsieur Touraine, vous êtes le seul à être à l'heure, enfin à l'heure, avec 5 minutes de retard. Mais si on respecte notre Assemblée, il est important de pouvoir être à l'heure pour nos travaux. C'est un minimum de respect pour la considération qui est. C'est important, Monsieur le Président, de pouvoir le rappeler, sinon ça veut dire qu'on ne prend pas au sérieux les sujets qui sont évoqués, on ne prend pas au sujet la représentation nationale. J'y peux rien, il y a peut-être une soirée pour la majorité, peut-être vous n'êtes pas invité, mais c'est un peu déplorable alors que nos collègues vont pouvoir exprimer en discussion générale leur avis. Les ministres l'ont dit dans leur discours qu'ils souhaitaient que les débats se passent dans de bonnes conditions, se passent sans insultes, se passent dans les meilleures conditions possibles. Si dès la première reprise, ça se prend 5 minutes de retard, que les députés et les rapporteurs de la majorité sont absents, comment voulez-vous que les débats se passent correctement? Sincèrement, je pense qu'on se moque des députés présents, eux, à l'heure. Merci. Ce que je trouve assez choquant, c'est que finalement l'opposition est là, présente, disciplinée.
est que nous ne bénéficions pas du régime de suspension de séance si nous arrivons en retard. Et je trouve assez usurpateur et excessif en droit, bien que la majorité se comporte de cette façon sur un texte qui finalement nous concerne tous. L'inscription de ce texte à l'ordre du jour, c'est votre majorité qui l'a souhaité en nous disant qu'il s'agissait d'un texte urgent, prioritaire, nécessaire en cette période. On peut se poser la question, mais c'est ainsi, vous l'avez souhaité. Aujourd'hui, nous, les députés non inscrits, nous ne pouvons pas faire de rappel, nous ne pouvons pas demander de suspension de séance. Nous sommes donc là à l'heure pour commencer à travailler sur ces textes que vous estimez fondamentaux. La question que je pose, c'est où sont les députés de la majorité? La réalité, c'est que nous le savons tous où ils sont, les députés de la majorité, et que cette désinvolture par rapport à un texte que vous avez souhaité vous-même inscrire à l'ordre du jour me semble bien légère. Aujourd'hui, l'ensemble des députés de l'opposition, tous groupes confondus, sont là à l'heure, alors que se gondolent quelque part dans Paris les députés de la majorité. Eh bien, cette désinvolture, elle en dit long sur ce que vous pensez en réalité de ce texte qui n'est qu'un artefact pour pouvoir gagner du temps parlementaire. Comprendre la phare, c'est un triangle de terre, on l'appelle aussi la corne de l'Afrique parce que cet endroit a une forme de corne de rhinocéros et c'est une zone située à la jonction de 3 plaques tectoniques, la plaque nubienne, la plaque arabique et la plaque somalienne. Et ces plaques, elles bougent, hein, c'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Voilà, ça vous rappelle des souvenirs, SVT, bien en 4e, j'ai vérifié. Et les volcans sont de grands acteurs des mouvements de terrain. C'est ce qui a précipité les choses en 2005, suite à l'éruption du volcan d'Abahu en Éthiopie, ce qui a provoqué des centaines de tremblements de terre. Le sol s'est soudainement déchiré et une fissure qui se serait produite normalement en plusieurs centaines d'années s'est faite en quelques jours seulement. L'apparition de cette dorsale océanique, une frontière entre 2 plaques tectoniques en plein milieu du continent, est pour les chercheurs un signe clair qu'un nouvel océan est en train de se former. Incroyable. Un océan qui à terme sera nourri par les eaux de la mer Rouge. Et toute cette partie de l'Afrique de l'Est, la Somalie, une partie de l'Éthiopie, donc l'Est de l'Éthiopie, du Kenya et de la Tanzanie deviendra son propre petit continent.